comment se calcule le transport ou encore les trajets avec le montant alloué? En ce qui concerne le transport en commun, on va évoquer toutes ces questions ici sur ce plateau. Nous recevons notre invité, M. Théodore Louassangou. Bonsoir et bienvenue à vous. M. Théodore, bienvenue à vous. Merci. C'est un réel plaisir. Sentez-vous à l'aise, ne suivez pas la caméra parce qu'il ne faudrait pas que l'on vous robotise un tout petit peu, on est en direct. Alors, on aimerait quand même savoir aujourd'hui, c'est un réel problème qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles grilles tarifaires, on passe à un moment de grève, à un moment de refus, et puis après on voit que ça va aller. Qu'est-ce qui occasionne cela? Bon, d'abord, c'est la problématique du calcul du tarif de transport. Que ce soit le transport de marchandises, que ce soit le transport en commun, il y a une approche qui permet de calculer de manière équitable le tarif. Parce qu'il y a des paramètres qui entrent en ligne de compte. Aujourd'hui, on parle plus de l'ingénierie tarifaire, pas de calcul de tarif. Donc l'ensemble des études qui permet à ce que les tarifs soient acceptés par tous. Dans le tarif, il y a les aspects, les facteurs éminemment socio-économiques. À la fois les facteurs sociaux, à la fois les facteurs économiques. Oui. Donc il faut à la fois, l'État a l'obligation de donner à la masse l'accès au transport. Mais par contre, l'État a aussi l'obligation de créer un environnement favorable pour que les entreprises, pour que les exploitants, pour que l'activité continue. Mais maintenant, prenons le cas de la République démocratique du Congo. Kinshasa, capitale, siège des institutions. Il y a un sérieux problème de transport en commun. Déjà, quand on voit que, en termes de nombre, l'État n'accorde pas suffisamment de transport en commun pour l'État congolais. Ça, c'est un fait. Il y a les particuliers qui ont leur taxi ou encore leur bus. Alors, pour le cas échéant, comment doivent se faire les calculs ou encore l'ingénierie tarifaire, puisque vous l'évoquez? Les calculs se font comment, d'autant plus que l'on sait que c'est les particuliers qui ont le plus grand nombre de transports en commun. D'abord, la responsabilité vient à l'État. L'État n'a pas investi suffisamment ou n'investit pas dans la mobilité, que ce soit la mobilité urbaine ou interurbaine. L'État n'investit pas. Or, c'est l'État qui doit être l'investisseur, bien entendu avec les privés, mais aussi réguler. Réguler. J'ai vu la grille tarifaire que le gouvernement provincial a publiée. Ça s'assoit, excusez-moi, de dire que sur aucun paramètre fiable. Le premier paramètre, c'est la distance. Ça signifie qu'on doit calculer le coût d'exploitation du véhicule. Et ce prix de revient est calculé sur base de kilomètres parcourus. Donc le prix de revient au kilomètre. Alors vous prenez des distances qui ne concordent pas, et vous dites ici c'est 500, ainsi de suite. Donc il faut ramener l'ensemble des coûts au kilomètre parcouru. Et prendre aussi le nombre de passagers transportés au kilomètre. Vous prenez ces coûts, vous divisez par le nombre de passagers transportés et vous allez trouver le tarif. Mais on ne peut pas faire de manière standard, dire que de rond-point Ngaba, de marché central, rond-point Ngaba, marché central, ainsi de suite, sans faire, nous appelons ça, le paramétrage kilométrique. Mais maintenant, comment cela se calcule? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, par exemple, nous avons plus ou moins 3 ou 4 types de transports. Nous avons les motocyclistes, nous avons les tricycles, je crois, je ne sais pas, où on appelle les 3 pneus. Nous avons les taxis et nous avons des bus. Maintenant, déjà au départ de la consommation, ce n'est pas la même consommation. Non. Mais l'on voit actuellement avec la nouvelle grille tarifaire, par exemple, les motocyclistes ramènent le trajet à 1500 automatiquement. Apparemment, on ne sait pas, ils n'ont pas été pris en compte dans la nouvelle grille tarifaire, alors qu'aujourd'hui, si l'on voit l'affluence qu'a ce transport, par exemple, on voit que la plupart des Congolais consomment maintenant
le moto comme moyen de transport plus rapide ou qui peut court-circuiter beaucoup de choses avec la question des embouteillages. Ça, c'est un de fait. La même chose avec les 3 pneus. Un autre problème, c'est, vous avez parlé de trajectoire. Aujourd'hui, on peut prendre l'exemple, peut-être on ne va pas citer de nom pour la publicité, mais il y a déjà ici, à Kinshasa et ailleurs, un moyen de transport qui se fait de manière électronique. Vous appelez le client, vous appelez le chauffeur, il vient, il y a un système qui calcule la trajectoire. Alors que, ici, par exemple, cette question de trajectoire se pose. Parce que quand vous dites, par exemple, on quitte Bandal vers la Gombe, vers la gare centrale, par exemple, vous verrez que lorsque l'on est en train de pratiquer, prendre le tronçon, on va se retrouver avec les embouteillages. Il se pourrait que la trajectoire, le chauffeur voudra peut-être dévier ou contourner. Est-ce que tout cela est pris en compte dans la grille? Bon, de un, je n'ai pas vraiment l'information sur les calculs du prix de course de Yango et autres. Je n'ai pas la maîtrise de ces paramètres. Mais je pense que tout ça revient à l'hôtel de ville. La responsabilité de fixer le prix. On ne peut pas donner à un opérateur économique la liberté de fixer son prix et de faire son mode de calcul. Ça, c'est un. Et puis, effectivement, vous évoquez le problème des embouteillages. Dans les calculs, je vous ai parlé de l'ingénierie tarifaire. Donc, le facteur temps a un coût. Donc, les embouteillages doivent être pris en compte dans les calculs du prix des tickets passagers. Je veux vous dire quelque chose, madame. Le même taxibus, il y a 15-20 ans, faisait 22 voyages, 22 courses par jour. Aujourd'hui, c'est à peine 14, 12 à cause des embouteillages. Mais, par contre, le prix d'amortissement du véhicule, le prix de maintenance augmente. Eh bien, l'État doit tenir compte de ça. Je ne dis pas que lorsque vous dirigez, lorsque vous êtes ministre, lorsque vous êtes gouverneur, que vous devez être spécialiste de transport. Non, pas du tout. Mais vous devez vous entourer, soit des experts, de ceux qui connaissent réellement la matière, soit faire la consultance, appeler des consultants qui vous aident à gérer cet aspect des choses. Les transporteurs ont parfaitement raison aujourd'hui de débrayer. Ils ont raison. Ce sont des coupes de tarifs qui ne correspondent pas à la réalité. Et ça fait qu'ils auront des problèmes à renouveler le parc automobile. C'est pourquoi vous parlez de ce que les motos ont carrément accaparé les transports en commun, les transports collectifs. Alors qu'ils ne sont même pas pris en compte dans la grille tarifaire. Oui, ils ne sont pas pris en compte et je vais vous dire une chose, je vais vous révéler que ça a un coût plus que les bus, plus que les taxibus. Ça a un coût. Donc l'État ne maîtrise pas, ou soit, excusez-moi de le dire, la moto a une durée de vie. Une bonne moto doit parcourir 65 000 km. Une bonne moto. Mais c'est qu'on nous importe. Et ça, du coup, ça a une durée de vie courte. Eh bien, ça fait que vous n'allez pas maintenant dire à ces exploitants de motos de ne pas chercher à gagner dans le court terme. Parce que ce sont des motos camelotes, mal fabriquées, mais dont le coût d'exploitation, c'est plus cher. Je vais vous dire aussi une autre chose, la consommation en carburant. Vraiment, il faut que l'État fasse la planification et que l'État renverse la chose. La moto coûte plus cher au trésor public. C'est-à-dire? Il consomme beaucoup de carburant. D'abord, il faut compter plus de 2 millions de motos qui circulent à Kinshasa. Il consomme beaucoup trop. Mais si on avait des bus qui pouvaient transporter 100 personnes, 150 passagers, on consommerait moins de carburant. Donc nous perdons de l'argent. Ce n'est pas une bonne politique d'abandonner l'exploitation de transport collectif aux mains de motos. Les motos coûtent cher.
Mais maintenant, quelle serait la solution aujourd'hui à travers la ville de Kinshasa? Carrément que l'État prenne les choses en main. Parce qu'on a tenté avec le Transco, mais on voit que, oui, il y a eu de bus, mais l'amortissement, il y a beaucoup plus d'épaves actuellement que des bus en circulation. Ça veut dire que déjà dans ce domaine de transport en commun, on sent également qu'il y a cet abandon. Si déjà l'État déjà lui-même connaît déjà ses faillites dans ce genre, la population sera vouée à quoi? Le sort de la population ou encore de l'homme qui sort le matin pour prendre son transport en commun? Je vais vous donner mon point de vue parce que j'ai travaillé longtemps dans les transports en commun au Congo, à Kinshasa et au Katanga. Je ne soutiens pas la politique. Et d'ailleurs, c'est la vision actuelle, même quand vous partez à Londres, quand vous partez en Allemagne, on parle de plus en plus d'abandonner les systèmes de subvention. Parce qu'il y a une chose vraie. Transco est subventionné. Je suis passé ici sur votre plateau lors de la création de Transco, je disais, faites attention. Nous en avons bénéficié, j'ai été consultant dans beaucoup de sociétés de transport en commun à Kinshasa, public. Le problème des subventions tue l'activité. Parce que la subvention n'entre pas dans le financement réel de l'activité. Les subventions sont accaparées par les politiques et par les gestionnaires. Donc ça ne sert à rien d'aller vers cette politique, dire nous allons subventionner ceci. Et en réalité, ça n'applique pas. J'ai dit ici sur votre plateau. En lieu et place, qu'est-ce qu'il faudrait? En lieu et place, il faut des entreprises publiques-privées. Publiques-privées. Sortir de cercle entreprises d'État. Faire des entreprises publiques-privées avec une gestion privée. Dans l'entretemps, l'État régule le trafic. Mais déjà, ici, on voit que la question des entreprises publiques, gestion publique-privée, on voit toujours avec les politiques qui s'en mêlent et qui créent des entreprises privées, qui viennent également s'associer. Vous verrez que c'est soit l'oncle, soit la cousine, soit la tante, qui viennent. Comment arriver, c'est vrai, l'idée elle est bonne, mais comment arriver à contrôler cela? Bon, il y a deux autorités à créer. Il y a l'autorité organisatrice qui organise ces modes d'exploitation, ces modes de gestion publique-privée. Et il y a aussi les régulateurs. Donc il faut que les régulateurs du secteur soient suffisamment outillés avec un pouvoir. Au niveau de la presse, vous avez un régulateur. Au niveau des activités, que ce soit le transport, en économie aussi, chaque secteur doit avoir son régulateur, mais qui est doté de pouvoirs, de sanctions. Exactement ça. Alors que ce soit la Régie des eaux, que ce soit l'ONATRA, ainsi de suite, la politique des subventions, dans le contexte, c'est pas seulement au Congo. Hein. Et même à l'Occident, l'État cherche à se désengager aussi de cette politique de subventions qui ne finance pas l'activité. Et puis, sachez que lorsque vous faites des décaissements de subventions, ils ne suivent pas le rythme de fonctionnement ou des cadencements de charges de l'entreprise. Souvent, les subventions viennent en retard. Dans l'entretemps, les déficits, les gaps déficitaires, oui, absolument. Oui. Et quand ça vient, le vautour entre dedans et ça ne finance pas. C'est ça, Transco. J'avais fait une feuille d'observation au Premier ministre Matata, qui avait accepté, qui avait validé, qui avait certifié à l'époque. Mais dans l'application, ça n'a pas suivi. J'ai dit, mais ce sont des millions engloutis, pour rien. Pour rien. Vous ne pouvez pas subventionner sans des mécanismes, sans contrepartie. Vous ne suivez pas. Il faut faire un contrat de performance. Et lorsque le gestionnaire ne remplit pas son cahier de charges, dehors. Je pense que si on tient cette rigueur, ça va. Mais il ne faut pas dire on subventionne sans mettre en place des mécanismes de suivi. Est-ce que ces fonds entrent réellement dans le fonctionnement de l'activité? Voilà. Mais actuellement, puisqu'on est devant un fait, on est devant
un problème, c'est que déjà les gens sont sortis ce matin avec beaucoup de difficultés. Certains estiment que bon, c'est seulement comme ça, les Congolais ou encore les responsables, les tenanciers des taxis et bus vont s'enlacer et puis finalement adopter cette mesure, mais avec quelles conséquences aujourd'hui? Parce que le système de mi-terrain perdure. Qui va réguler? Qui va faire le suivi pour que cela puisse cesser? Entre-temps, la question des infrastructures routières pose problème, il est encore réel. C'est vrai que les travaux de réhabilitation ont commencé par-ci, par-là. On a vu par exemple Poilou, on voit ici l'avenue Kassavoubou, on voit Bokassa, mais pour quelle fin aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment décanter cette situation? Vous parlez de demi-terrain. Kinshasa n'a pas un plan de ligne. Vous devez avoir un plan d'exploitation des lignes. C'est l'État. C'est-à-dire, de tel point à tel autre, ça s'appelle par exemple ligne 13, ligne 12, ligne ainsi de suite. Donc il faut faire une nomenclature de réseau. Et mettre des mécanismes de contrôle. On met les agents de transport qui eux-mêmes pensent à leur poche qu'à réguler. Donc il faut constituer, comme j'ai dit, constituer des corps de régulation. Et j'ai toujours proposé que ces corps soient mixtes. C'est-à-dire prendre les services publics et les services privés, en faire des corps mixtes d'expertise qui travaillent sur base des normes. Aujourd'hui, même quand on a parlé, on fait des déviations, des lignes, ainsi de suite. Il n'y a pas eu de financement après. Ça pose problème. Donc, tous ces facteurs, je vous ai parlé d'une ingénierie. Ça, c'est l'ensemble de ces études vous permet de créer un environnement, de créer un mécanisme pour atteindre la situation désirée. C'est que vous voulez, la situation satisfaisante. Que ce soit pour les problèmes des embouteillages, madame. Sans études préalables. Donc, il faut d'abord commencer par analyser la situation, identifier les problèmes, faire des plans, ce que nous appelons plans de transport et de déplacement. Mais vous ne pouvez pas, aujourd'hui, si on dit, on pose la question à l'État, vous avez coupé cette ligne, cet itinéraire, ça devient sens unique, ainsi de suite. Mais le volume de flux, on ne connaît pas. La vitesse de circulation, on ne connaît pas. Vous déviez le véhicule sur un autre itinéraire, vous ne savez pas la capacité d'accueil de cette voie-là. Et bien, il y a des bouchons partout. Parce qu'il n'y a pas eu d'études de déplacement préalable. Mais est-ce que la question aujourd'hui, cette question, n'est-elle pas politisée carrément? Parce que si on voit pour résoudre par exemple la question des embouteillages, on invite la police, on invite l'armée, on voit le ministre de Transport parler des voies avec... comment apparemment les experts en la matière n'ont pas réellement de mot à dire? Bon, nous disons ceci, je vous dis sincèrement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, là où l'État n'a pas d'expertise, l'État recourt à la consultance des privés. Il y a des cabinets qui sont outillés pour résoudre ces problèmes. Et je répète, lorsque vous êtes ministre, ce n'est pas nécessairement, vous êtes un manager. Mais si vous n'avez pas de compétences, vous êtes gouverneur, vous n'avez pas de compétences tout autour. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc, sollicitez des gens qualifiés qui vous permettent d'avoir les outils de votre politique. Les instruments qui mettent à votre disposition les instruments de la politique. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous disais que l'ingénierie tarifaire relève des facteurs éminemment socio-économiques. Ne peuvent le faire que ceux qui maîtrisent cet environnement économique et social pour savoir comment. Vous allez donner un tarif sans connaître la capacité financière ou le salaire moyen du public cible. Vous n'allez pas vous en sortir. Si vous donnez un tarif trop bas, mais vous allez tuer les entreprises. Vous allez tuer les entreprises. Or, l'État aussi a l'obligation d'avoir un climat social apaisé. Donc, l'État doit donner aux démunis un transport qui les soit accessible. Il y a plusieurs méthodes de faire. Ces gens-là qui veulent un transport de 500 francs, mais vous leur trouvez un transport de 500 francs. Mais je vous dis, aujourd'hui, ça n'existe pas. Non, non.
Alors vous n'allez pas prendre toute la masse. Vous êtes là, madame. Si on vous dit de prendre un bus Transco, vous n'allez pas prendre. Eh bien, ça, ce sont les déficits d'organisation. Le planificateur doit savoir, je m'adresse à quelle clientèle cible. Alors qu'on voit les mêmes ministres qui roulent carrosse ici à Kinshasa, une fois à l'extérieur du pays, ils prennent aussi les bus. Ils prennent les bus parce que les bus sont dans le contexte. Donc, disons, le confort que ça donne permet à ce ministre de prendre le métro. Mais le confort de bus Transco, il ne va pas prendre, même moi je ne vais pas prendre. Et je répète toujours, n'appliquons pas ce que les Européens font chez eux. Nous avons l'expertise pour faire des plans de transport et de déplacement typiquement pour nous. Eux font pour leur industrie, pour la consommation de leur industrie automobile. Il ne faut pas oublier ça. Ils parlent de la démocratisation de l'automobile, mais nous ne sommes pas à ce niveau-là. Les gens ne sont pas aussi, on n'a pas de revenus assez substantiels pour avoir... Ils créent des embouteillages. Or, nous avons d'autres possibilités pour éviter ces embouteillages. L'État s'est désengagé de l'investissement. Eh bien, si vous prenez aujourd'hui la structure de flux routiers, vous verrez qu'il y a plus de petits véhicules, de véhicules légers, ce que nous appelons des véhicules légers, que des bus. C'est ça l'origine des embouteillages. N'allez pas du coup attaquer les infrastructures, ainsi de suite. Les embouteillages, je l'ai toujours dit et je répète, est la résultante de politiques du gouvernement qui sont inadaptées à la situation. Mais aujourd'hui, les embouteillages, le ministre l'a dit, il a montré des photos, que les embouteillages, c'est pas seulement ici en RDC, c'est aussi dans d'autres pays, et il faudrait prendre ça comme tel. Nous sommes... Non, c'est faux. J'ai dit ceci, c'est faux. Nous sommes à mesure, nous n'avons pas atteint le niveau de sursaturation de notre réseau. Sauf que la structure de véhicules qui circulent est inadaptée. Nous suivons aveuglément ce que les Européens font pour que nous puissions consommer leurs produits. Il faut quitter ce modèle. Il faut quitter ce modèle. Il faut que nous créions notre propre modèle économique de transport à Kinshasa ou dans la République. C'est possible. Sinon, on va vous dire, ça c'est Mercedes 350 avec full option, que vous n'allez même pas utiliser. C'est pour leur industrie automobile. On n'a pas besoin de ça. Ça c'est électrique, ça c'est... On n'a pas besoin pour le moment de tout ça. Ça c'est pour enrichir ces industries automobiles. Créons notre modèle. Monsieur Théodore Loissang, grand merci à vous. C'est un réel plaisir et enrichissant d'ailleurs de partager avec vous dans ce domaine combien important qui est le transport. Et on a évoqué la question de la nouvelle grille tarifaire avec tous les contours qu'il y a, avec toutes les questions liées aux embouteillages et au transport en commun à travers Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est moi qui vous remercie, madame. Et nous allons continuer cette fois-ci pour revenir sur le rôle du Conseil économique et social, mais qui plus est, le bilan du nouveau comité.